toujours gardé ça dans le fond de ma tête et je pense avoir été toujours dans l'envie d'être un producteur et un entrepreneur et dans l'âme d'être un artiste, mais pas en me disant il faut absolument que ma musique me fasse gagner ma vie. Je faisais de la musique pour le plaisir. Pour ceux qui ont pu voir 8 Miles par exemple, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Faire des freestyles avec des potes d'école dans des bars où on n'avait même pas l'âge d'être encore là, mais on nous mettait un petit bracelet pour pas boire d'alcool et on faisait des freestyles, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à ce grand succès que j'ai pu avoir, qui n'était pas du tout provoqué. Je suis un peu passé pour l'artiste un peu One Hit Wonder qui a été découvert par une maison de disques, qui a été fabriqué par une maison de disques et ça a explosé parce que je suis arrivé de nulle part. Mais en fait, j'avais 8 ans de parcours déjà derrière moi et surtout, je me produisais moi-même. Donc c'était ma maison de disques, ma boîte de management, ma boîte d'édition. Et je suis venu faire un deal, comme on dit, avec une maison de disques française sur lesquelles... Voilà, ils m'ont fait confiance parce que je laissais pas grand-chose sur la table. En fait, je contrôlais tout et c'était mon obsession d'être indépendant. Et pour moi, indépendant, c'était pas un genre musical. C'était la manière dont tu as le contrôle sur ton art, en fait. Quand j'ai des coups de cœur et je me dis c'est ça, c'est qu'en fait, c'est l'artiste, mais c'est aussi la personne qui est derrière, tu vois. Et c'est important qu'on sache, nous, les fans, les gens qui vont écouter ta musique. Donc faut pas se dire tiens j'adore ça, je vais faire un truc pareil. Il faut que tu mettes tes tripes, ta vie et surtout écris quand t'as des trucs à dire. Parce que si tu te mets devant ta feuille et tu dis bon aujourd'hui je vais faire une chanson, t'as 2 chances sur 3 de faire de la merde. Mais tu rentres en pleurs après avoir parlé avec ton mec, écris. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver toutes et tous dans le podcast de Daphne. Comme vous le savez, l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir des membres de notre communauté qui nous entourent et nous inspirent. Avec moi aujourd'hui et pendant les 45 prochaines minutes, un membre inspirant de l'équipe Daphne. Bien entendu, je parle de Shabir Vasram, qui est investisseur chez nous depuis quelques années. Salut Shabir. Salut Auré. Tu nous inspires tous les jours, Shabir. Autour de la table aussi avec nous, c'est Cyril Camard qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Hello Cyril, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est super content d'être avec toi aujourd'hui pendant presque 1 heure, j'espère. Merci de me recevoir. Alors Cyril, en quelques mots, c'est celui qui nous a fait danser l'été 2004 sur un titre devenu culte chanté par des millions de personnes, Femme Like You. Je me retiens de vous chanter le refrain. On l'a eu toute la matinée. Parce que ça fait 2 jours que je le mets à fond dans le bureau. J'étais bien jeune et je me rappelle bien. Pour rappel, Femme Like You, c'est un Energy Music Awards en 2004, chanson de l'année. Plus de 2 millions de singles vendus. Pour rappel, on achetait des disques, des CD à l'époque. Plus d'1 million d'albums vendus également. 80 millions de vues sur YouTube, 55 millions d'écoutes sur Spotify. Bref, j'ai arrêté de regarder toutes les plateformes, mais un succès de dingue. À seulement 24 ans, tu commences à chanter et tu as ce succès-là. Le morceau n'a pas pris une ride, parce qu'entre nous, on est tous en train de se déhancher encore sur le morceau quand on l'entend. Et pour l'info, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais le titre a été remis au goût du jour en 2019 avec une reprise que tu as donnée à Cœur de Pirate. Ouais. Une version qui est aussi un peu plus douce et qui est géniale. Après ce succès de Femme Like You, Cyril sort plusieurs albums, Million Dollar Boy et Perfect Stranger. Après ces 2 derniers albums, tu lâches un peu le micro et tu te tournes vers la production musicale en créant ton propre label. Et tu produis des artistes comme la chanteuse Shaim et bien d'autres dont tu nous parleras. Tu crées ensuite une agence de conseil aux artistes. Et en gros, tu es un peu producteur, tu accompagnes les artistes que tu déniches. C'est ça. Tu as plusieurs casquettes. Tu as aussi un resto à Miami, une boîte de nuit à Montréal. Et dernièrement tu as un peu repris la musique en lançant un 6e album. Et en parallèle, tu as d'autres projets dont tu vas nous parler. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous donnes tous les détails, est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens ? Qui étais-tu jeune avant 2004, avant Femme Like You, avant les débuts dans la musique ? Comment t'en es arrivé là ?
Merci pour cette intro d'ailleurs. Pour faire court, je suis un immigré qui a suivi ses parents dans leur choix de quitter leur pays. Et j'ai grandi dans des conditions assez difficiles, on pourra en reparler tout à l'heure, où la musique en fait nous a toujours accompagnés. C'est la musique qui nous a fait, qui nous tissait des liens de famille. Et donc je pense que depuis que je suis né, mes parents ont toujours, alors c'était les 45 tours de l'époque, de la grande chanson française, d'Aznavour à Brel, à Brassens, etc. Et puis arrivé en Amérique du Nord, je découvre en fait toutes les musiques d'un coup, contrairement à certains enfants ou jeunes en tout cas qui ont très vite fait des choix. Ils écoutaient du rock ou du rap ou de l'électro et ça façonne un peu leur personnalité. Moi, comme j'ai pas eu cette chance d'avoir accès à la musique jusqu'à mes 11 ans, si ce n'est que celle de mes parents qu'on avait à la maison, du coup j'ai découvert tous les genres musicaux en même temps. Et donc je suis devenu artiste. Est-ce que je l'étais toujours? J'étais sportif très tôt. J'ai fait beaucoup de sport, mais la musique a toujours été à côté de ça. Et à partir de mon adolescence, la musique a pris le dessus sur le sport jusqu'à ce que j'ai un choix de vie à faire. Et depuis, comme vous l'avez un peu dit, je me considère comme un marchand d'art avec S, parce que ça me faisait très peur. En même temps, j'étais créatif, j'étais artiste, et en même temps, j'avais cette figure paternelle qui me rappelait toujours qu'il fallait faire attention quand même, surtout après ce qu'on a vécu en étant jeune, qu'il fallait pas que ce soit une vie de bohème dans lesquelles je pourrais me retrouver avec des manques que eux ont toujours tout fait pour que malgré la situation, malgré les conditions, ils arrivent à ce qu'on ait une vie à peu près stable. Et donc voilà, ils s'inquiétaient un peu de ça. Donc j'ai toujours gardé ça dans le fond de ma tête et je pense avoir été toujours dans l'envie d'être un producteur et un entrepreneur et dans l'âme d'être un artiste, mais pas en me disant il faut absolument que ma musique me fasse gagner ma vie. Je faisais de la musique pour le plaisir. Pour ceux qui ont pu voir 8 Miles, par exemple, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Faire des freestyles avec des potes d'école dans des bars où on n'avait même pas l'âge d'être encore là, mais on nous mettait un petit bracelet pour pas boire d'alcool. Et on faisait des freestyles, etc. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à ce grand succès que j'ai pu avoir, qui n'était pas du tout provoqué. Mais t'étais à l'école? Ouais. En parallèle, donc absolument. Et tu chantais avec des potes? Les week-ends, les soirs quand mes parents me laissaient quand j'étais plus jeune. Et puis après, à partir de 16-17 ans, là, je faisais mes horaires comme je voulais. Mais après, j'ai arrêté l'école très jeune. Et t'écrivais toi-même, pardon. Oh non, pardon. Ça commence, on se coupe. T'écrivais toi-même tes chansons et c'est ok. Et comment tu faisais les mix? Je travaillais avec des compositeurs en fait, parce que je composais mes mélodies à l'oreille, mais je ne jouais d'aucun instrument. Donc ça, c'est un don qu'on nous donne à la naissance, je pense. Et donc, j'avais pas besoin d'instruments pour composer mes mélodies. Je composais toutes mes mélodies, mais après, j'étais dépendant de différents producteurs avec lesquels je travaillais, enfin, compositeurs avec lesquels je travaillais. Et on allait en studio et eux créaient la musique et moi, j'écrivais les textes et je faisais les mélodies. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait plein de choses, toujours en indépendant, très tôt. Et puis voilà, le succès que vous connaissez à partir de 2004. Ouais. Et là, t'es au Canada. Ouais. Quand tu lances... Oui, tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Ouais, moi, j'ai plein de questions sur Femme Like You aussi, mais avant de parler de Femme Like You, du coup, tu arrives en France à quel âge, du coup? Je ne suis pas arrivé en France, en fait. J'ai été directement à Montréal. Ok. C'est juste que j'avais beaucoup de familles en France et le temps que mon père nous installe et trouve un boulot, etc., au Canada, on avait des tantes en France. Donc, je suis venu en France peut-être 3 mois. Ok. Avec ma mère et ma sœur, et mon père faisait le nécessaire au Canada, et quand ça a été à peu près stabilisé, qu'il avait trouvé une école pour nous, etc., on est parti à Montréal. Donc c'est à Montréal que du coup tu as eu ton adolescence, tu as fait pas mal de sport. C'est ça. D'où donc on va spoiler la vidéo pour ceux qui l'ont vu. Tu as fait pas mal de hockey sur glace. Ah, j'ai fait tout, j'ai joué au foot, mais après le foot en Amérique du Nord, c'était pas encore ça, quoi, tu vois. Et donc je me suis pas trop retrouvé parce que ça démarrait à peine, les mecs appelaient ça soccer, ça m'emmerdait, etc. Il y avait rien de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a MLS et tout ça. Et donc, j'ai demandé à quoi ils jouent, les mecs, tu vois. Donc, baseball, ça m'a plu. Hockey sur glace, ça m'a plu. Et en plus, comme tu as des saisons très marquées, tu vois, l'hiver, tu joues à un sport et l'été à un autre. Tu vois, tu vas pas jouer au hockey en été, tu vas pas jouer au foot à moins 40. Donc, j'ai fait des sports locaux, quoi. Je suis devenu un vrai petit Américain. Et donc, attends, à 24 ans, t'es donc propulsé
avec ce titre et puis derrière tes albums. Et comment ça se passe là en fait? T'es jeune quand même, si on se rappelle du clip, nous on l'a revu 15 fois hier. Rigolo, on était nous-mêmes jeunes. Hein, C'est vrai. Attends, on avait 14 ans, c'était il y a 20 ans. Ouais, je vais pas te dire quel âge j'avais, Auré, mais... C'est les 20 ans l'année prochaine. C'est les 20 ans. Ouais, on va faire Toi, tu vas faire quelque chose? On va faire un vrai truc. Ah, énorme, il faut nous associer là. Je suis ouvert à toute proposition. Et comment ça se passe à 24 ans là? Et à l'époque, en plus, la musique, c'est... Enfin, tu vois, il y a encore des CD, des albums, il n'y a pas Spotify, il n'y a pas tout ça. Il n'y a même pas YouTube, pas de Facebook. Ah ouais, voilà. Ouais, je t'ai dit que j'étais vieux. Et moi aussi, j'ai presque ton âge. On n'est pas loin. Non, mais en fait, j'ai eu tout un parcours entre mes 16 ans et mes 24 ans quand on m'a découvert en France. En fait, j'avais des groupes de rap, on était un peu connus dans notre région. On était parmi les premiers précurseurs du rap français en Amérique du Nord parce qu'on était dans une ville francophone qui est Montréal toujours d'ailleurs. Donc du coup, j'avais déjà produit plusieurs albums pour mon groupe, pour moi-même, pour d'autres artistes. Donc j'ai toujours, de par ce que je disais tout à l'heure, voulu être et producteur et artiste. Et ce que peu de gens savent, c'est que je suis un peu passé pour l'artiste un peu One Hit Wonder qui a été découvert par une maison de disques, qui a été fabriqué par une maison de disques et que ça a explosé parce que je suis arrivé de nulle part. Mais en fait, j'avais 8 ans de parcours déjà derrière moi. Et surtout, je me produisais moi-même. Donc là, c'était ma maison de disques, ma boîte de management, ma boîte d'édition. Et je suis venu faire un deal, comme on dit, avec une maison de disques française sur lesquelles... Voilà, ils m'ont fait confiance parce que je laissais pas grand-chose sur la table. En fait, je contrôlais tout et c'était mon obsession d'être indépendant. Et pour moi, indépendant, c'était pas un genre musical. C'était la manière dont tu as le contrôle sur ton art, en fait. Et c'était un peu particulier à l'époque où tous les gamins rêvaient de signer dans les grandes maisons de disques, etc. Moi, je me suis rapproché d'une grande maison de disques pour qu'on travaille en collaboration. Mais ils pouvaient pas intervenir. Te loquer complètement impossible, et après impossible. t'étais... Et d'ailleurs, on finançait beaucoup de choses. Voire presque tout. Donc il y avait déjà un peu cet esprit d'indépendant, peu importe la musique. Et donc j'arrive avec un bagage. Déjà, je connais l'industrie. Maintenant, je connais pas la France et je dois apprendre très vite. Il y a des décalages énormes. Ça, on pourrait parler pendant des heures entre le clash des cultures. Pour un Nord-Américain, j'étais un Indien dans la ville en fait au début. Ouais. Et puis du coup, le succès. Donc je commençais. La boîte se portait bien déjà de par ce qu'on faisait au Canada et un peu aux États-Unis. Et là, quand on est en studio et qu'on crée ce titre, je me dis, en fait, c'est plutôt le producteur et l'entrepreneur qui réfléchit. Parce que moi, dans ma tête, en tant qu'artiste, je me dis, putain, je crois qu'on a fait un super titre. Et tu le sens à ce moment-là ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je me dis, là, on a un vrai truc. Il y a des vérités que tu trouves comme ça en studio. Alors, avec plus ou moins de boissons tu vois, dans l'histoire et dépendamment de l'heure qu'il est, mais... Là, j'ai vraiment senti que je tenais un gros truc. Et c'est pour ça que je dis que c'est très vite le producteur qui a pris le relais, où il dit, OK, je vais structurer un espèce de département international dans la boîte que j'avais pas, parce qu'on faisait toutes nos productions locales. Et donc, j'ai structuré une équipe à l'inter, j'ai trouvé du financement, donc j'ai préparé mon truc. Et quand je suis arrivé en France, c'est pour ça que ça a été aussi rapide, c'est que les partenaires avaient plus rien à faire. Il y avait qu'à signer et à sortir le truc sur le marché. Tout était fait, j'avais des équipes de gestion, on était déjà bien entourés. Et voilà. Déjà à 24 ans, quoi. Et comment, à partir de quel moment tu le structures ? Parce que c'est vrai que... tu dis, je l'ai restructuré parce que quand j'ai entendu ce titre et je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps qu'on s'internationalise, tu vois. On était bling, jeune. Ouais. J'étais le Sarkozy de l'époque, quoi. J'étais un peu le king du bling. Mais c'était déjà bien structuré. Enfin, ma première boîte, je l'ai montée à 17 ans. C'est ma mère qui a dû signer les papiers parce que j'étais mineur. Donc, les dépôts de société, c'est ma mère qui l'a fait. Et donc, elle était caution pendant 1 an de la boîte. Elle était très stressée d'ailleurs pendant cette année-là. Et donc voilà, cette boîte, elle a vécu 5 ans avant. Et puis, c'est vraiment la dernière année, en 2003. Le titre a été créé en 2003. Il est sorti en 2004, mais il a été créé en 2003. Et là, j'ai vraiment pris le temps de me structurer, d'aller chercher les quelques personnes qui manquaient dans l'équipe pour qu'on puisse... C'était clair qu'on venait en France pour faire du business, défendre ce titre et d'autres titres qu'on avait fait, et donc on s'était préparé. Pas en se disant, on va pas arriver là-bas, les mecs vont dire, ah tiens, c'est super, ils vont tout prendre,
Et nous, on va se regarder comme des cons alors que ça fait 6 ans qu'on charbonne et qu'on sait ce qu'on fait, quoi, à peu près. Et tu fais une rencontre qui te pousse à le structurer comme ça ? Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, comme tu dis, tous les jeunes de l'époque voulaient signer avec une grande maison de disques directement. Enfin, qu'est-ce qui fait que toi, à 17 ans, tu le structures ultra bien Parce que je me suis fait avoir à 15 ans et à 16 ans, à 2 reprises consécutives, par des je ne vais pas dire qui ni comment, mais des mecs qui étaient autour de moi et qui ont profité de mon business avec des passes classiques, tu vois, genre tiens, ça te dit de faire un concert samedi, c'est payé 300 balles, et tu dis bah génial en fait. Et donc lui il prend 20% sur le 300 balles, 60 balles, et puis tu te rends compte en fait que le cachet c'était 1000 à l'origine, donc il a pris 700 et il a repris 20%, des trucs comme ça. Mais quand t'es jeune et que tu démarres, c'est assez choquant. Parce que toi, t'as l'impression que c'est ton monde, quoi. Tu vois, et surtout que je savais pas est-ce que j'allais finir dans le sport ou est-ce que j'allais finir dans la musique. Donc c'était les deux domaines, fallait pas tout. Je me prenais vraiment au sérieux, quoi. Okay. Tu vois, puis c'est ton art aussi, c'est toi qui as écrit, c'est toi qui. C'est pour ça que je suis devenu un indé endurci comme ça. Et que même aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté avec les trop grandes institutions, même si on apprend à dealer, mais on comprend vraiment que chacun fait son métier. À partir du moment où on est complémentaires. Et que eux font l'effort aussi de me faire confiance sur ce que je sais faire et que moi je leur fais confiance sur ce qu'ils savent faire, ça se passe très bien. Mais on a toujours cette appréhension qui ne m'a jamais quitté depuis mes 14 ans quand j'ai eu mes premières emmerdes. Parce que si tu peux nous rappeler en 2 minutes, en gros, quand tu es artiste et que tu te lances et que comment ça se passe pour justement passer à la radio. À l'époque, il n'y avait pas les plateformes. Quel est en gros, t'as enregistré toi-même ton album, t'as fait ta musique, mais comment tu passes à la radio et tu fais un buzz comme ça ? Après, il y a les étapes de production donc, qui doivent être financées. Et donc, souvent, les artistes, quand ils sont jeunes, ils se font repérer par des maisons de disques qui, du coup, financent tout. Mais sous prétexte d'avoir tout financé, ils reversent juste une simple royalty à l'artiste, ce qui change quand même la donne quand l'artiste sait à peu près compter. Parce que j'ai eu la chance j'étais pas bon dans grand chose, mais je savais compter. Et j'ai appris à compter très tôt grâce à mon père. Et donc, quand on sait compter, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible de laisser autant sur la table sous prétexte que vous financez. Alors après, il n'y a pas que le financement, justement. Il y a des attachés de presse, radio, télé. Il y a des stratégies, il y a des accords aussi. Certains artistes déjà établis passe à la radio, donc le producteur de cet artiste établi en profite pour demander aussi une place peut-être pour un artiste en développement, etc., etc. Mais plus les années ont passé, et moins les grandes maisons ont développé des artistes vraiment de zéro, c'est-à-dire des gens qui venaient de nulle part. Ils avaient soit déjà un buzz naissant, soit c'était déjà quelqu'un dans leur... Donc ils prenaient de moins en moins de risques. Mais c'est comme ça que ça marche en fait. T'arrives, tu fais écouter tes musiques et puis il y a un mec qui écoute qui dit putain c'est vachement bien, je vais en parler avec mon patron, puis le patron arrive, tu signes un contrat, t'as en plus un peu d'argent à la clé donc t'es content. Et du coup en tant qu'artiste vous ne touchez que les royalties. D'accord. Enfin, on touche les royalties. On touche des royalties sur les ventes. Oui, à l'époque des ventes d'albums. Ventes physiques ou streaming aujourd'hui. Ouais. Et puis après on touche de la SACEM, des droits d'auteur. Ah oui. Si tant est qu'on est auteur-compositeur ou éditeur de ce qu'on fait. Et comment avec l'arrivée de Spotify, etc., comment ils se sont mis d'accord avec les Warner et comparé, parce que maintenant Spotify touche aussi. Donc en fait, vous touchez de moins en moins. Si Spotify prend, les labels prennent, qu'est-ce qui touche ? Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que même à l'époque, le label prend, l'éditeur prend, le distributeur prend, les partenaires prennent. S'il y a un partenaire télé ou radio, etc., il prend encore une tranche de l'assiette. Après, avec l'arrivée des plateformes, les volumes sont devenus beaucoup plus gros, c'est-à-dire que faire 50 millions de streams aujourd'hui, c'était pas possible de vendre 50 millions de singles à l'époque. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le système d'équivalence, où ils ont dit, par exemple, X nombre de streams va être équivalent à un album physique pour que l'industrie, les artistes et tous les intervenants puissent à peu près comparer. Ça fait combien 50 millions de streams par rapport aux ventes d'albums classiques qu'on avait à l'époque. Donc ils ont mis en place un système d'équivalence. Le problème, c'est que ces plateformes ont tellement très vite pris le monopole que finalement, elles pouvaient payer ce qu'elles voulaient. Donc, elles ont fait l'effort de payer plus que ce qu'un YouTube payait. Mais c'est vrai que ça reste quand même favorable uniquement à des très gros volumes de stream pour des artistes confirmés ou très confirmés ou alors carrément connus à l'international. Et pas assez pour faire vivre aujourd'hui Spotify. Il y a 100 000 chansons, 100 000 nouvelles chansons qui arrivent par jour sur Spotify. Ouais. Et donc, il y a 85% d'artistes en devenir ou d'artistes indépendants pas connus
et moins de 20%. Donc ces 80%-là, la grande majorité ne peuvent pas vivre du volume de stream qu'ils font, même si ça suffit pour commencer à avoir les premières communautés de fans qui commencent à les suivre sur les réseaux, etc. Donc il y a clairement un problème d'économie aujourd'hui, il y a un monopole qui est en place, mais qui pour l'instant sert tout le monde. Donc c'est difficile de changer, ou en tout cas de se projeter sur un prochain format qui serait peut-être celui de le prochain cycle, en tout cas des formats de la musique. Il y a eu la cassette, les CD, après ça a eu l'iPod, et puis après on arrive au téléchargement et ensuite au streaming. Ça sera quoi le prochain ? En tout cas, il y a beaucoup d'indépendants qui militent pour que la rémunération soit différente sur les plateformes, histoire que les artistes en aient un peu plus. C'est en train de bouger. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup plus de volume aujourd'hui qu'à l'époque. Et en même temps, il y en a qui disent que c'est plus facile de faire plus de volume aujourd'hui qu'à l'époque, puisqu'il y a les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de vecteurs qui permettent aujourd'hui de communiquer qui n'existaient pas à l'époque. Et on se posait la question, est-ce que c'est dur d'être... à l'époque, comme vous étiez moins nombreux, c'était moins, tu vois, il y avait moins de plateformes pour se faire connaître. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup... est-ce que c'est possible d'être Camaro aujourd'hui ? Est-ce que si 24 ans après, je vais finir ma question, je vais y arriver. Si aujourd'hui tu devais lancer Femme Like You, est-ce que ça aurait buzzé, fois 100, ou est-ce que ce serait tellement compliqué parce qu'il y a trop de monde ? Et en fait, il y a plein de petits Camaros. Ouais. Et à l'époque, en fait, il y avait tellement peu ou moins d'artistes qu'en fait, vous étiez mis dans la lumière. Et ça veut pas dire que c'était plus simple, hein, mais c'était juste que, comme à l'époque, avant, des Bruel ou des... Tu te dis toujours, il y a des noms comme ça, ou toi, après, à ton époque, ou... Là, aujourd'hui, si tu me demandes, alors oui, tu as des rappeurs des jeunes générations, mais j'arrive pas à retrouver des noms comme toi ou comme les anciens. Parce qu'il faut leur donner le temps que... Moi, en fait, il y a presque une génération qui est passée. Et puis, on a fait un travail pendant 20 ans sur cette chanson, sur le catalogue, pour le faire voyager dans le temps. C'est vrai que mon catalogue bénéficie d'un accueil qui n'est peut-être pas le même pour les artistes qui étaient là au moment où moi, je suis arrivé en 2004. Après, il y a une question aussi une bonne chanson, c'est une bonne chanson, faut jamais oublier ça. Alors après, les vecteurs changent, les producteurs travaillent plus ou moins bien, il y a plus ou moins de monde, etc. Mais ça reste quand même une question. Faut pas oublier l'art à la base, quoi. Tu rentres dans un studio, c'est abstrait, tu pars d'une feuille blanche, t'as un mec qui joue du piano à côté de toi, il a une guitare, il y a un peu de synthé pour faire des trucs, et puis tu finis la journée avec une chanson. Et là, les gens aiment ou aiment pas, basta. Donc oui, je pense que ça aurait été différent de commercialiser Femme Like You aujourd'hui. D'abord, chaque époque, ça a son style aussi et son genre. Mais il y a d'autres chansons, pas dans le même style, pas dans le même genre, avec pas le même genre d'artistes, qui cartonnent aussi aujourd'hui, qui sont arrivés de nulle part ou avec un background. Donc, j'ai pas l'impression que là-dessus, ça ait beaucoup changé. Comme je disais tout à l'heure, par contre, il y a beaucoup plus d'artistes dont on n'entend pas parler qu'avant. Mais est-ce que ça change quelque chose pour les artistes dont on devait entendre parler ? Encore une fois, je pense que c'est une question de... Il y a une chanson qui doit absolument trouver son public, ce genre de vérité. Au contraire, elle a des espèces de sillons organiques aujourd'hui, d'engagement qui se fait tout seul, TikTok, et en fait, ça touche les gens tout de suite. Femme Like You, quand on l'a fini, on l'a fait écouter à 10 personnes, on a eu la même réaction des 10 personnes. Ouais. Donc aujourd'hui, on aurait pu le faire écouter à 100 000 personnes sur les réseaux, et c'est eux qui en auraient fait un tube, en fait. Et ça démarre. TikTok, Exact. Exact. Moi, j'ai breaké des artistes comme ça, d'ailleurs. Ah oui. J'ai breaké des artistes sans marketing traditionnel, sans radio, sans aucun canard de presse, juste avec le fait de présenter la chanson au bon moment, aux bons fans. Et après, c'est la machine organique digitale. Donc, Et comment tu rencontres après, comment tu passes du coup de l'autre côté et que tu deviens producteur ? Déjà, quand je suis arrivé et que j'ai présenté mon projet de Camaro avec cet album La Good Life à l'époque, j'étais déjà mon producteur. Et j'étais producteur d'autres personnes, mais à échelle nationale. J'avais peut-être déjà un peu moins d'une dizaine d'artistes. À 24 ans ? Ouais. Enfin, à partir de mes 18-19 ans, en fait, j'ai commencé à produire des artistes. Et j'étais extrêmement curieux de tout ce qui concernait cette industrie, quoi. Je voulais tout savoir, le marketing. Je regardais quel artiste était dans quel label, c'était quoi leurs équipes. J'avais une espèce d'admiration absolue pour Jimmy Iovine et Interscope, parce que pour moi, pourtant c'était un label qui était dans une grande institution.
Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de... C'est-à-dire, s'il fallait imaginer un label indépendant dans une grande maison, pour moi, c'était ça, quoi. C'était la relation qu'ils avaient avec leurs artistes, leur curation, le choix éditorial. Donc, je m'intéressais à ça très, très, très jeune. J'étais passionné par l'envers du décor, quoi. Et donc, j'ai appris à connaître ce métier, comme j'ai appris à connaître la version française, puis anglaise et allemande de ce métier. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. C'est le producteur qui a guidé l'artiste. Pardon, de parler de moi à la troisième personne, mais et puis ensuite, c'est le succès. Le succès que j'ai pas très bien vécu, en fait. Au bout de 2 ans et demi, c'était fini. J'avais l'impression que j'avais brûlé la bougie par tous les bouts. Et c'est Scheim qui me sauve parce que je me suis dit, en même temps, je peux pas laisser tomber les partenaires avec lesquels on gagnait beaucoup d'argent, on faisait du très bon business. Moi, je m'éclatais en plus. Et c'est vrai que c'était bizarre de s'arrêter comme ça en plein Covid, quoi. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien donner l'exposition que j'ai et la chance que j'ai à une autre ou un autre artiste. Et si ça fonctionne, après ça, me ranger complètement parce que mon objectif, c'était d'arrêter. J'arrivais pas à le star system, les fans qui te courent après en hurlant. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un artiste pour le plaisir et un producteur de profession. Et là, j'étais devenu une star, quoi. Et c'est dur à gérer. On a bien fait de retenir les gens au bureau, là, parce que c'est pas comme ça que ça se passait. C'était beaucoup, beaucoup plus violent. Mais attends, à l'époque, mais on était complètement... Il y avait 300 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. On me suivait en taxi. Enfin, c'était des trucs... Vraiment, c'est un truc que j'avais vu sur d'autres artistes et que je me souviens m'être dit, mais je sais pas comment ils font. Et en fait, je me suis presque jeté là-dedans moi-même. Et c'est pour ça que naturellement, ça a pas pu durer, quoi, parce que je l'ai assez vite mal vécu. Et donc là, c'est là, donc tu lances Scheim, tu la rencontres comment ? La vraie histoire. L'officiel non, là, la vraie. Ah mince. En fait, je la rencontre, donc je manifeste auprès de mes partenaires avec lesquels on a fait la joint venture entre ma société et ce partenaire pour développer les projets de Camaro. Et donc, ils ont des directeurs artistiques, et donc je leur manifeste l'envie je leur dis pas que c'est pour que moi je puisse arrêter, mais je leur dis, j'ai envie d'aider une jeune ou un jeune artiste. Donc, est-ce que vous avez des gens à me suggérer, etc. Et je fouille un peu de manière malhabile sur le bureau d'un directeur artistique et je tombe sur une maquette où il n'y a pas le disque, mais je vois Alia en français, quoi. Et c'était une de mes artistes préférées. Et je trouve qu'elle a un truc dans le sourire, une bonhomie. En fait, je me dis, cette fille-là, c'est l'élu. C'est celle que les gens vont aimer en famille, tu vois. Et il n'y a pas le putain de disque dans la maquette. Et moi, je veux entendre tout de suite si elle sait chanter ou pas. Parce que je me dis, si elle chante mal, c'est un drame. C'est du gaspillage industriel. Et donc, je demande au DA, il me dit, ouais, elle a un petit filon de voix. Et puis, voilà, c'est compliqué, machin. Et tout. Je dis, écoute, je m'en fous. J'aimerais bien la voir demain. Et donc, elle répond à l'appel tout de suite, et elle vient au studio, et en fait, elle n'a pas du tout un filon de voix. C'est pas une chanteuse de puissance, mais justement, comme ce que j'aimais bien de chez Alia, c'est-à-dire que c'était assez sobre, et en même temps, c'est une personnalité, c'est une intelligence créative et instinctive, et elle a envie de faire plein de choses, donc je me dis, on peut s'éclater pendant des années. Et c'est pas pour rien, ça fait presque 16 ans qu'on travaille ensemble aujourd'hui, sur des sujets très différents. Et donc, elle vient, je lui fais prendre l'avion, elle me rejoint à Montréal, on fait des essais en studio, et je pense qu'on signe le contrat en 72 heures, ou je sais pas, bon, bref. Énorme. Et voilà, j'hypothèque ma maison. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Parce comme que j'étais sur des gros investissements sur ma carrière, sur ma tournée, j'étais producteur ou coproducteur de tout, donc ça me coûtait du blé, je voulais être sûr de pouvoir... Et pour l'instant, j'avais encore dit à personne que je voulais m'arrêter, donc il fallait que je puisse continuer à tenir. Et il y avait plein de sommes, vous savez, après on va pas rentrer dans les détails, mais dans la musique, il y a des sommes qui arrivent dans des cycles assez longs. Donc on sait qu'il y a de l'argent qui arrive, mais c'est pas encore là, on n'a pas accès tout de suite. Et moi, Scheim, je dois produire là, tout de suite. Et je sais qu'il fallait que je mette des profs de chant, des chorégraphes, engager des danseurs. Enfin, j'ai tout de suite vu le truc. On est à l'époque, on est en 2006-2007, tu faisais pas des concerts acoustiques en mode folk. Il fallait... bon, bref. Donc j'hypothèque ma maison pour produire son premier album. Et j'ai pris un risque, et en fait, elle a vendu 500 000 albums au premier, donc... Et ouais, c'est incroyable. Et tu te mets à risque sur la somme que tu es censé récupérer aussi Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que, bon, pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais un système de poulies de garantie de partout.
Heureusement que j'en avais une petite expérience déjà parce que j'en étais pas à mes premiers coups, mais pas à ces montants-là. Ça coûtait pas aussi cher que ça de développer un artiste au Canada. Là, je me retrouve dans un marché français qui est 10 fois plus gros. Pas trop l'expérience encore, etc. Donc, je prends des risques. Mais j'ai tellement la conviction, c'est encore comme ça aujourd'hui. Je veux dire, quand je peux pas t'expliquer pourquoi je te dis tiens, faut absolument que je rencontre cette personne. Là, j'étais persuadé. J'étais sûr. Elle avait un truc qui était. On fait beaucoup de rencontres. On rencontre beaucoup de gens qui ont du talent. Et il y a certaines rencontres où on se dit ça va m'arriver une fois toutes les décennies. Ouais. Mais par contre, il fallait pas que je me trompe. Sinon, tu serais pas là en face de nous. Pour avoir d'autres sujets, En tout cas, j'aurais pas eu une très longue carrière de producteur. Oui. Ouais. Vas-y. Attends, je permets avant de... on est toujours sur ces sujets. Ouais. On pourra le couper, ça, toujours typiquement. C'est pour toi, c'est ça? C'est pour moi. Non, mais tu vois, alors, tu disais sur Femme Like You que tu bosses le titre pendant 20 ans, enfin, et le catalogue pendant 20 ans. Ouais. Comment est-ce que tu bosses un catalogue pendant 20 ans? Tu le caches. Ça fait partie du... C'est comme les peureux qui te disent que la fuite fait partie du combat. Il y a des périodes... En fait, il faut... c'est là où c'est assez difficile, et tu as raison de poser la question, c'est que c'est difficile d'être l'artiste, le manager et le producteur. Parce que du coup, tu dois t'imposer certaines disciplines de réflexion qui vont à l'encontre de ce que pourrait penser l'artiste. Encore une fois, je m'excuse de parler à la troisième personne, mais c'est parce que je cumulais les différents rôles. Et effectivement, en tant que producteur, je me disais, bon, là, il va t'arriver un truc super. Enfin, il est en train de t'arriver un truc super. Derrière, tu vas être ringard très vite parce que le succès est trop gros. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je voulais arrêter. Moi, j'avais du business derrière. Ouais. Je voulais produire des artistes, je voulais devenir indépendant, je voulais aider les indépendants. Et en fait, je me suis dit, si je continue trop longtemps, il y a un côté clownesque, même si c'est pas le cas, mais ça donne un côté un peu marionnette, quoi. Et je me suis dit, il n'y a plus personne qui va vouloir me parler derrière. De manière crédible. Je vais devoir prendre des BizDev, je vais devoir prendre des CFO, qui vont devoir parler d'affaires, alors que c'est aussi la partie qui m'intéresse beaucoup. Et bon, et du coup, j'ai oublié ta question. Et comment tu bosses l'album le catalogue le sur catalogue. Ah oui, voilà, donc du coup, tu passes cette période-là, tu rentres dedans. Tu vois, tu rentres dans la période où t'es ringard. Et c'est comme ça, t'as pas le choix. Donc tu te concentres sur ce que t'as à faire, les artistes que tu produis, le bon travail que tu fais, tout ce que tu fais pour l'industrie dans les corridors. Et puis tu t'essayes, si tu veux, de faire confiance à la manière dont je savais que ce titre-là, sans rentrer dans les détails pour pas que ça saoule les gens, mais on l'a travaillé sur des bases d'accords majeurs, de piano Rhodes, de guitare électrique. Donc on a quand même mis des bases, on s'est fait chier. Il y a 70 pistes de musique dans Femme Like You. 70 pistes de musique, en dehors des pistes de voix. Donc, c'est pas genre la prod à deux doigts qu'on a fait en mode Casio, tu vois. Donc, je savais qu'elle avait les reins pour traverser le temps parce que musicalement, et ceux qui la chantent en karaoké s'en rendent compte, elle est pas facile il y a du débit, les accords sont assez complexes, etc. Donc, ça reste une chanson. À part le refrain. Ouais, voilà. Mais si je te le fais écouter en instrumental, si t'écoutes l'instru de Femme Like You, ça paraît pas comme ça, mais c'est assez riche en termes de compos pur et dur. Entre les guitares, les synthés, les nappes, le choix des instruments qu'on a pris, les synthés qu'on a choisis. Et du coup, j'ai toujours fait confiance en me disant, je pense ça va l'aider à bien vieillir. Et puis après, une fois que tu passes cette période de ringarde, comme on dit, tu fais un travail de synchro, on a eu la chance de collaborer avec des super séries de Canal, à Arte, etc. Des artistes hyper cool qui le reprenaient en live, un DJ allemand, Cœur de Pirate, mais aussi Julien Doré, ou d'autres artistes assez créatifs et assez barrés qui apportaient leur lecture au titre. Et tu construis comme ça, en fait. Comme tu peux faire ça sur d'autres catalogues, tu continues ton rôle de producteur, en fait, sur le catalogue. Et c'est eux qui viennent à toi pour te dire, tiens, en fait, j'aimerais bien la remettre au goût du jour ou lui donner cette vibes-là. Dans la musique, quand tu ne modifies pas les suites d'accords, enfin la ligne mélodique d'une chanson ou le texte et que tu l'interprètes tel quel, t'as pas besoin de l'accord de l'interprète ou de l'artiste, en fait. C'est uniquement si tu changes le texte ou si tu modifies quelque chose dans la chanson. Après, il y a ce qu'on appelle le droit moral, c'est-à-dire que oui, il y a des artistes qui m'ont dit, tiens, j'ai vraiment envie de reprendre cette chanson. Alors après, il y a plein de gens qui, malheureusement, je vois pas tout et je peux pas répondre à tous les messages, mais en tout cas, les artistes qui m'ont formulé les demandes de manière officielle, c'était plus pour par politesse, en fait, de dire, voilà, on l'a fait, mais ils ont pas besoin de mon accord tant qu'ils modifient pas
le titre, qu'ils le font en intégralité, etc., etc. S'ils le modifient, à ce moment-là, ils font une vraie demande officielle aux éditeurs, à moi. Et du coup, la Cœur de Pirate, par exemple, ou Julien Doré qui la reprend. Alors, Julien Doré, il l'a repris en live. D'accord. Donc, et puis, il déclare ce qu'il a besoin de déclarer. Cœur de Pirate, on l'a fait ensemble. Ouais. Et les autres qui ont pu la faire, ils l'ont fait dans sa version intégrale, quoi. Mais c'est toujours Emma Peters, par exemple, qui en a fait une sublime version. Mais mis à part s'ils détruisent la mélodie ou quelque chose, généralement, c'est toujours bénéfique pour toi, en fait. Bien sûr. Non, mais... De toute façon, j'ai pas le choix. Même si c'est nul, non, tu vois, s'ils gardent... Non, mais légalement, c'est comme les mecs qui font des covers sur YouTube. Enfin, s'ils chantent la chanson telle qu'elle... Même s'ils chantent comme une casserole, on ne peut pas les empêcher. Je pensais que tu avais ton mot à dire. T'as ton mot à dire, et encore une fois, si, comme tu disais, il la dénature ou il lui change sa destination. Mais sinon, après, j'ai pas eu ceux qui l'ont faite, ils l'ont hyper bien faite. Ouais. Presque comme s'ils respectaient cette chanson et que du coup, et puis c'est des artistes généralement avec des univers assez sympas, tu vois, qui l'ont reprise. Et tout ça, mis bout à bout, fait que, et puis parce que j'ai été caché, j'ai jamais vraiment cherché à surfer. Quand j'ai dit que c'est bon, faut que j'arrête, j'ai arrêté. Et j'ai eu un succès assez fou avec Shaim derrière. On aurait pu faire des duos ensemble, des featuring, des machins. Enfin, on n'a jamais, ni l'un ni l'autre, ni chacun de nos artistes. Mes artistes viennent pas me voir en me disant faut trop qu'on fasse un feat. Ils savent que, tu vois, si ça doit se faire un jour, ça se fera. Et je pense que les gens ont aussi respecté ça. Ils savaient que c'était très important que je puisse garder aussi tout mon domaine entrepreneurial. Libre, que je puisse travailler sans à chaque fois qu'on me ramène à ce truc, etc. Et franchement, ça a été... on en reparlera l'année prochaine, hein, mais ça a été 20 ans super. Et je pense qu'aujourd'hui, le titre stream plus que jamais. Et on l'entend dans les soirées branchées parisiennes, autant que dans les soirées populaires de la kermesse au spaghetti, tu vois. Et je trouve ça génial. C'était le but, en fait. Ouais. Je suis d'accord. Je pense qu'il n'y en a pas une sans. Honnêtement, il faudrait les compter. Et ah mince, j'ai oublié ma question. Désolé. C'est pas grave, elle reviendra. Oh non. En plus, j'y ai pensé. Je dis ne l'oublie pas. Bon, c'est pas grave. Tu l'as pas Elle stream plus que jamais et. Mais là, typiquement, ça va la faire revenir. Mais tu la bosses encore. Il y a encore des artistes qui viennent te voir pour. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, on a beaucoup de demandes. Après, encore une fois, on continue ce travail de gestion de propriété intellectuelle. Clairement, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Et tu cherches toujours. C'est toujours toi qui gères ça. Bien sûr. Et voilà. Et en même temps, on essaye de pas faire parce qu'on a beaucoup de demandes cool. On a aussi des demandes super grand public, etc. Donc, on essaie de garder un bon dosage, pas essayer d'en faire un titre qui devienne branché ou qui devienne... d'ailleurs, c'est pas le cas, mais essayer d'être aussi qualitatif que populaire. Donc, on essaye, quand on a fait on a validé plusieurs opérations très grand public et tout d'un coup, on a cette demande un peu plus sentie, assez rigolote ou décalée et tout. Après, c'est de la même manière quand tu es producteur d'un artiste ou d'une artiste, on te demande comment tu fais, tu dis j'en sais rien en fait. Tu vas à l'instinct, c'est un truc que tu as créé, tu donc ressens, et tu es apte à le défendre peut-être mieux que les autres. Et voilà. Et ça m'est revenu, tu as bien fait, Chab. Tu dis que tu passes à un moment donné dans une période ringard. Est-ce que chaque chanson, à un moment donné, qui buzz comme ça, a cette phase de... tiens, je coule un peu pour après, tu vois. Non, je pense que ça vient pour tous les espèces d'épiphénomènes, en fait. Parce que là, t'as dit, si je peux me permettre de te corriger, t'as dit 2 millions tout à l'heure, c'est 5 millions. Oh, attends, mais j'ai mal fait mes devoirs. 5 millions de quoi? De singles? Et donc, si tu veux, parce qu'on a été disque d'or dans 17 pays différents, enfin, ça a joué dans le monde entier. T'aurais dû me reprendre, attends. Je me suis pas permis. Non, je pense que ça arrive aux titres qui ont des succès un peu... Tu sais, quand ça saoule tout le monde, à un moment donné, tellement c'est beaucoup, que du coup, même toi, en tant que producteur et avec tes équipes de marketing, tu dis, faut que je step back un peu là. Step back un peu, parce qu'on va saouler tout le monde, qu'on est dans toutes les émissions de télé. En plus, il y avait le personnage. Enfin, la chanson, c'est une chose. Mais derrière, je me suis éclaté avec un perso. C'était, tu vois. Et le clip, vous avez dû vous éclater. Attends, moi, j'ai grandi comme ça, en fait. Moi, j'ai pas besoin de m'excuser. Enfin, on avait des jeans baggy, des teams, des chaînes, et notre but, c'était de réussir dans la vie. Tu vois. Donc, et on arrive ici, on est des nouveaux riches.
Moi, j'en sais rien de ça. Mais par contre, je vois que ça fait réagir. Donc, j'en rajoute, vas-y, démontre. Et en fait, tu t'en joues. Et donc, quand tu joues autant du et ça faisait pas l'unanimité parce qu'à l'époque, personne faisait du rap ouvert. C'était le rap hardcore ou les marionnettes de la variette. Entre les deux, il y avait rien. Et moi, en fait, à Montréal, je pouvais faire un peu ce que je voulais parce que j'étais validé, parce que j'ai démarré dans le rap freestyle, dans le rap underground. Mais par contre, en France, personne savait ça. Donc, ils m'ont juste vu arriver avec un tube commercial. Ils se sont dit, bon, lui, c'est une marionnette, quoi. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, il y a eu beaucoup de facteurs tu vois, je cumulais les mandats, comme on dit. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment, moi, en tant que producteur, où je me suis dit, c'est un peu trop. C'est vraiment le tube de l'été. C'est le machin, etc. La chanson de l'année. La chanson de l'année, qui a été récompensée d'ailleurs. Et en fait, tu sais que tu vas payer à un moment donné. Et c'est dur, non, ça? Non. Justement, tu dis que ça fait partie du... Je l'expliquais à mes artistes. Quand manager ou producteur d'un artiste, tu le préviens de ce genre de choses. Tu peux pas faire genre coiffeur mal coiffé. Tu sais que bon... Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles je disais, les gars, on a tous bien rigolé, c'était génial. Et je sais que c'est choquant de dire ça, mais on va arrêter. Parce que je vais accomplir tellement d'autres choses. Et puis parce qu'en fait, c'était pas prévu, quoi. J'ai pas fait, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je suis un artiste par passion, mais je suis d'abord et avant tout un producteur et j'essaye d'être un visionnaire dans ce que je fais, dans mes métiers, dans ce que moi je connais, dans les arts de manière générale. Et là, je savais que j'étais en train de me mettre des bâtons dans les roues en tant que producteur et manager de ces industries, parce que c'est difficile qu'on te prenne au sérieux après. Et donc, soit t'en profites, tu t'éclates pendant 10 ans et vas-y, les tournées, on se bourre la gueule. Un peu Born to be Alive, non? Lui, il a fait qu'un... C'est vrai. Mais il a jamais été producteur, rien du tout. Alors après, il y en a que c'était pas par choix. Tu sais, moi, j'ai arrêté, je vendais 400 000 albums. Si je continuais, et j'ai vendu 400 000 de mon premier, j'ai vendu 400 000 de mon deuxième. Donc, il y a plein de gens qui connaissent que Femme Like You. Il y a aussi mes fans qui connaissent les 2 albums. Et j'ai arrêté un peu au prime, quoi. Après, il y a des gens qui auraient voulu continuer, mais c'est juste qu'il y a eu un succès, et le succès s'est éteint assez vite, c'était très éphémère. Là, c'était pas notre cas, vraiment. Et donc, c'était une décision... c'était un choix que vous avez fait un peu professionnel, quoi. C'est, allez, vas-y, on... Et tu refusais des sons que des gens t'envoyaient. C'est fini, quand j'ai fermé la boutique, j'ai dit, les gars, et le mec me disait, non, mais je te crois pas, regarde, je t'envoie un truc. Et le mec m'envoyait des sons et tout. Je disais, les gars, c'est fini. Et je redirigeais tout sur Shime. Je dis, mais par contre, viens au studio. Viens au studio. C'est pour ça qu'elle le sait, hein. Elle l'a su après. Mais je lui dis, tu m'as sauvé parce que du coup, j'étais tellement... j'essaie d'avoir des idées sur comment est-ce que je vais la présenter au public et quelles sont les bonnes chansons, les temps qu'on a passé en studio, les différents compositeurs. En fait, je me suis tellement immergé là-dedans que ça m'a sauvé parce qu'au final, et puis mes partenaires étaient très contents parce qu'ils me disaient, bon, tu vas arrêter, vu ce qui est en train de se passer sur elle, arrête si tu veux, quoi. Tu vois, c'était c'était devenu moins un problème qu'on arrête de gagner de l'argent, quoi. Voilà. Et donc après, alors attends, tout ça, tu vis toujours à Montréal? T'as toujours vécu à Montréal? Non, en fait, j'ai vécu... au tout début de tout ça, je vis à Montréal. Et après, je laisse le temps passer, je laisse couler de l'eau sous les ponts et je m'installe à Paris. Alors du coup, la carrière de Shime, à partir de 2007, prend un envol incroyable. Première nana, plus jeune nana de l'histoire en France à avoir rempli 2 fois Bercy, elle cumule les... Et du coup, je m'installe en France en 2010. Jusqu'en... je suis là il n'y a pas longtemps. Et donc là, je suis carrément basé en France et je fais les allers-retours à Montréal très régulièrement. J'ai vécu un petit peu à New York, à LA, donc je me suis toujours baladé quand je vivais en Amérique du Nord. Et là, ça m'avait manqué, donc j'avais envie de retrouver un peu tes racines. Ouais. Enfin, ta deuxième racine. Et est-ce que tu as vécu au Liban avant? T'es né au Liban? Je sais pas. Non, je peux pas répondre, c'est partie des 3 questions. Faudra nous appeler pour avoir la réponse. Et donc après tout ça, tu crées l'agence de conseil. Enfin, non, ça c'est le producteur qui est depuis les débuts. Attends, là, t'achètes un resto à Miami, une boîte de nuit. Ouais, là, je fais un peu tout et n'importe quoi là, à ce moment-là. Tout en même temps que. Ouais, en fait, j'ai envie d'essayer plein de choses. J'ai envie de C'était même pas une envie de se diversifier, c'est que j'avais envie d'apprendre. Là, je commence à me rendre compte que tout ça, c'est super, mais en fait, le prix de tout ça, ça a été d'arrêter l'école très tôt. Donc, j'ai aucune formation.
Et c'est là où mes premières envies de faire un MBA ou de me remettre aux études, maintenant que j'avais j'avais une boîte qui allait bien, et donc c'est en même temps qu'on a fait tout ça. En fait, on a ouvert l'agence de conseils d'artistes qu'on ne produisait pas nécessairement, mais qui avaient envie de graviter autour de nous, bénéficier de nos conseils. J'ai une opportunité, de co-ouvrir un resto à Miami, et là, bref. Je fais un peu tout. On vivait la nuit. Donc ça voulait dire que au lieu d'aller payer des sommes faramineuses dans un bar pour boire un coup et discuter de plein de choses avec des créatifs ou des gens qui voulaient rentrer dans notre business, etc., je me suis dit autant que ça se fasse chez moi, c'est plus accueillant. Donc on a acheté la boîte où c'est tellement d'argent en fait que tu te dis mais c'est indécent quoi, tu vois, moi j'ai jamais été et franchement sincèrement j'ai jamais rien fait pour l'oseille. Après, je voulais être bien payé pour ce que je faisais, mais une fois que c'était fait, mais j'ai jamais. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ça rentre quoi. Tu vois, tu le fais de manière tellement organique, tellement vraie. T'es passionné par un truc, et puis tu te dis c'est bon, je vais gérer pour que. Après, tu te dis comment est-ce que je rentabilise tout ça, mais la première démarche, ça a toujours été de faire un truc, un projet. Et donc j'avais l'impression que ça pouvait marcher partout en fait. Et donc j'ai essayé resto, boîte de nuit, j'ai pris des parts dans une boîte de pub et du coup j'ai fait des concepts. Pour ça a été super marrant. Et on finançait la prod, etc. Donc vraiment un peu touche à tout pendant quelques années. Et là, je me suis rendu compte en fait que l'expertise que j'avais dans la musique, dans les droits, dans l'art de manière générale, c'était déjà assez. Et comme j'ai quand même pris des tôles, tu vois, des vrais tôles. Puis je me suis dit, bon, on se fait chier, quoi. Tu vois, on travaille dur pour l'oseille, et puis là, tu lances un truc où tu n'aurais jamais dû te retrouver là de toute façon. Tu vas aller au resto, va bouffer au resto. Pas besoin de l'avoir, le resto. Tu veux sortir, va dans un bar, change tous les soirs si tu as envie, mais arrête de vouloir avoir un bar. Enfin, tu vois, j'ai perdu beaucoup d'argent. Oui, mais c'est des petits rêves que tu as réalisés. Et puis après, là aussi, tu as moins de temps, et puis tu te consacres aussi peut-être à un truc que tu sais bien faire, que tu sais faire. Et... Plus tu vieillis, plus tu te disciplines de toute façon. Mais je pense que c'était important parce que l'argent, c'est cyclique. Il y a des moments où on en gagne beaucoup, d'autres moments où on en gagne moins. Et c'est bien d'avoir vécu des choses plus jeunes parce que sinon, à chaque cycle, tu recommences la même connerie. Ouais. C'est assez commun aux gens qui ont des aventures professionnelles cycliques. C'est que dès que l'argent revient, tout d'un coup, ils repartent sur le même délire. Parti, tu sais, le mec, tu vois, il est en train de flamber. Puis tout d'un coup, tu as l'impression qu'il a compris, mais c'est juste parce qu'en fait, il n'a pas d'oseille. Et quand l'argent revient, il repart en délire. Donc ça m'a toujours fait peur. Donc j'ai tout fait en même temps. D'accord. Voilà. Et dans les artistes que tu as produits, tu nous parles beaucoup de Shai, mais j'imagine qu'il y en a pas mal d'autres. Ah ouais, j'ai dû produire une trentaine d'artistes dans ma vie. Alors parfois, je les ai coproduits avec des gens, parfois je les produisais tout seul, parfois je les manageais et je prenais un... Mais j'ai dû collaborer avec une trentaine d'artistes tout au long de ma carrière. Et tu en as beaucoup d'autres qui ont percé, entre guillemets ? Ouais, alors après, quand on a les succès que j'ai pu avoir ou que Shai m'a pu avoir, là, je suis passé dans un autre délire, c'est que je me suis dit... De toute façon, des personnalités qui créent des épiphénomènes comme ça, t'en as pas. C'est difficile de te faire un espèce de BP où tu vas te dire je vais en avoir 2 par an, quoi. Ça devient trop business, trop calculé. Par contre, je me suis dit je vais essayer je voyais que mes concurrents et les grandes maisons de disques ne développaient plus d'artistes. Et donc très vite, ces 10 dernières années, je me suis un peu pris de passion pour ça. C'est-à-dire moi, mon rôle, c'est d'aller trouver l'artiste que personne n'aide parce qu'il est vraiment au tout début. Et l'aider, par exemple, à arriver à 20, 30, 50 millions de streams. Après, qu'il explose et qu'il se retrouve à... Bah oui, mais ça reste... C'est pas mal, mais c'est que la première étape. 50 millions de streams ? Alors, si tu choisis les... Non, mais... alors tu vis, voilà, tout est relatif. Oui. Mais en tout cas, t'existes déjà, là. T'existes, et je me suis comme dit, après ce stade, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui peuvent prendre le relais. Que je suis plus aussi passionné par ces stades de la grosse star, et puis vas-y, on fait les grands chiffres, et on essore l'éponge, et on part en tournée, et derrière on fait enfin, tu vois ce que je veux dire, tout ça, c'était devenu tellement mercantile, tellement marketing pour moi. Il faut comprendre que je viens d'un truc underground, un peu punk au début, et ça m'a rattrapé très vite après le succès de Camaro. C'est-à-dire que le personnage, j'aurais pas pu l'assumer très longtemps.
J'ai plutôt un côté hips que super bling. Maintenant, ça m'a tellement fait. On confirme, là, vous voyez pas, mais. C'est parce qu'en fait, c'était cool aussi, quoi, tu vois. Et puis tu vieillis, et puis tes goûts changent, et puis tu deviens plus. Bon, bref. Et donc, je trouvais ça plus cohérent avec qui j'étais devenu d'aider des jeunes artistes. Donc, t'en as plein dont t'as pas entendu parler, mais par exemple, des OG, des Freds, des Suzuya, des artistes comme ça, que je pense que si nous, on n'avait pas travaillé avec eux, il n'y a pas beaucoup de maisons de disques qui seraient venues les voir en leur disant vas-y, on démarre, on s'occupe de tout, vas-y, on va travailler ensemble. Ils attendent qu'ils le fassent tout seuls ou que d'autres mecs comme moi le fassent, et puis ils viennent une fois que le risque est... Dans les affaires, c'est en train de devenir aussi un peu comme ça, et c'est pour ça que c'est un peu dommage, quoi. Tu vois, il faut arriver tôt, peu importe la pépite, quoi. Et en France, au Canada, partout, tu les repères Ah ouais, mais maintenant c'est partout. Je fais à peu près 10 heures de veille par semaine, obligatoirement. Ah ouais. Ouais. Et c'est quoi la nouvelle pépite là qu'on doit surveiller ? Je vais pas la nommer, mais tu donnes tes pépites tech, toi ? Tu les donnes ? C'est ce que je me disais, il y a une analogie qui est assez sympa, je trouve, entre les deux jobs. Absolument. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que quand tu regardes des projets d'entrepreneurs ou quand tu regardes des artistes ou des talents ou des artistes peintres, je suis très impliqué aussi dans l'art contemporain depuis des années. Et c'est un peu le même... Ça te donne la même émotion, en fait. Tu sens des choses ou tu les sens pas. C'est complètement abstrait. Et quand tu les sens, en fait, t'es super pas pragmatique, quoi. Alors, dans vos industries, il y a plus de barèmes que tu peux regarder pour essayer à peu près de te faire une idée. Nous, il y en a zéro. Ouais. Zéro. La nana, elle est chez elle. Elle attend que tu la rappelles. Ouais. Et toi, il faut que tu te fasses ton idée, que tu le chiffres, que tu le budgètes. D'ailleurs, si je te montre le budget, tu comprendrais rien. Tu me dirais, mais c'est pas possible. Tu peux pas démarrer avec ça, avec ce brouillon-là. Et c'est hyper abstrait. Et donc, je fais à peu près 10 heures par semaine. Je vais être... Et en plus, quand je vois des trucs bien, je le dis aux gens. Tu vois, j'envoie des messages sur Instagram. Ah ouais, tu leur dis. Ah ouais. Je dis pas quand c'est nul, mais si j'aime un truc, je trouve c'est important, tu vois, que les artistes, qu'on travaille ensemble après ou pas, mais tu vois, si le mec il a un vrai délire et son univers est chiant, tu vois, je fais ça aussi avec les artistes peintres, tu vois, j'aime bien leur dire, j'aime bien envoyer le message en disant putain, t'es un tueur. Appelle si t'as besoin. Comment tu répartis ton temps aujourd'hui, tu vois, par rapport à tous tes business parce que tu es investisseur, est-ce que tu investis toi dans des startups, dans la musique ? Est-ce que tu regardes Alors je l'ai fait pendant un moment avec un fonds canadien avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et depuis, j'ai un peu levé le pied là-dessus pour plutôt monter des projets jusqu'à leur maturité propre, comme je dis. Et puis après, travailler avec différentes personnes que je connais dans les fonds pour faire financer ces projets. Sans que, avec une implication de ma part, plus ou moins, enfin, on met le curseur là où on veut. Mais en fait, ça prend énormément de, enfin, vous devez le savoir, hein, ça prend énormément de temps de regarder les pépites. Donc, il y a un moment où j'étais sur toutes les plateformes, alors, aussi bien de GoFundMe jusqu'à des plateformes comme Crowdcube et compagnie, où tu vas regarder un peu ce qui se passe et les idées. Et en fait, je me suis dit, si un jour je consacre mon temps à ça, je consacrerai vraiment mon temps à ça. Mais donc, j'ai préféré me dire, je vais monter des projets et parfois où je vais rester ou pas, peu importe. Et puis, j'ai la chance d'avoir la confiance des gens de la finance, qui est quand même assez rare pour un artiste. Et du coup, essayer de leur présenter des projets qui peuvent être intéressants. Donc, je suis plus investisseur moi-même directement. Ça reviendra peut-être. Peut-être. Ok, et d'autres projets, qu'est-ce que tu fais en ce moment là ? Tu travailles sur quoi ? Dis-nous, tease-nous. Xavier, tu sais, toi, tu lances le. Je peux rien dire. Mais comme maintenant, on sait que toi aussi, tu peux rien dire. Comme on sait que t'es réveillé très tôt, donc c'est plus un bar, c'est plus un resto. Ah non, ça c'est sûr. Ah ça fait. Et comment tu salle de yoga. Attends, comment tu faisais quand t'avais ton bar et ton. N'importe quoi. Tu peux. N'importe quoi. Mais t'avais pas d'enfant à l'époque. Non, j'avais pas d'enfant. J'ai eu des ennuis de santé à cause de tout ça. C'était n'importe quoi en fait, parce que tu te lèves tard, tu commences tes journées à 23h, parfois à midi, tu les finis. Et tu te rends compte en fait que même les gens intéressants, très intéressants, après 22h, s'il est vraiment intéressant, le mec il est claqué à cette heure-là, quoi. Tu vois, ça sert à rien de parler de choses, de projets, d'idées, encore moins de pognon, etc. Et donc, tu dis, tu sais quoi, je préfère le voir à 7h30 avant qu'il commence sa journée. Et c'est pareil pour toi aussi.
Quand quelqu'un dit, il faut absolument que je te parle d'un truc, à 22h30, tu lui dis, non, s'il te plaît, commence. Si tu commences maintenant, on est là jusqu'à 1h, je me rappellerai de rien demain matin, quoi, tu vois. Et donc, j'organise mon temps. Après, comme je te dis, la même discipline que je m'impose de me coucher très tôt, de me lever très tôt. Déjà, t'as pas idée de ce que tu fais entre 4h30 et 8h30, quoi. T'as abattu ta journée déjà. Le reste, c'est tu construis, tu essaies d'aller cocher tes petites cases de ta to-do list, tous tes objectifs, etc. Et je fais le point tous les vendredis entre moi et moi. Je me convoque le vendredi à 18h faire le point sur ma semaine. J'adore. Et tu sais, c'est des petites habitudes comme ça. Et l'autre discipline, c'est 40% de mon temps où je crée des trucs. Que ce soit un projet, une idée de développer du business autour de l'idée de quelqu'un, ou aider quelqu'un, ou aller en studio, faire de la musique, ou aller en studio avec un artiste, ou aller à l'atelier d'un artiste contempo. Enfin, j'essaie de garder toujours un peu moins de la moitié de mon temps à ça. Et le reste, voilà, les différents projets dans lesquels je m'implique. Et vas-y. Non, mais c'était pour... c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'écosystème un peu tech. Genre, tu as pas mal de boîtes qui sont maintenant un peu des succès. Bon, tu vois, les Spotify, Believe, c'est un peu des exemples faciles. Mais comment est-ce que toi, tu vois l'écosystème évoluer? Comment est-ce que tu vois les prochaines vagues? Et toujours typiquement, là, je pense qu'on en parlait la dernière fois du son de Drake synthétique. En AI. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu trouves sérieuses aussi ou... Non. Après, je pense que c'est plutôt les Google et les moteurs de recherche qui ont des vraies questions à se poser sur les capacités de l'intelligence artificielle. Je pense qu'en tant que moteur de recherche et en tant que facilitateur de certaines tâches, c'est assez impressionnant. Enfin, je vais pas rentrer dans les exemples de ChatGPT et compagnie parce que c'est impressionnant, tellement que tu as l'impression qu'on n'en parle même pas assez, comme si on cherchait un peu à retenir le bordel. Après, dans la musique, comme j'ai dit, ce qui fera toujours la différence, c'est une putain de chanson sentie, et tu peux pas... Enfin, ça va faire hyper bateau ce que je dis, mais tu peux pas ne pas y mettre de cœur et faire que les gens, ça leur touche le cœur. C'est impossible. C'est un film, c'est comme ça, une musique, c'est comme ça, une toile, c'est comme ça. Alors après, oui, l'art digital, mais encore une fois, l'art digital, ça va toucher d'autres personnes qui ont une autre relation avec l'œuvre. Et peut-être que je suis en train de devenir un vieux con, j'en sais rien, on verra comment ça va évoluer, mais pour parler vraiment d'une tendance de marché dans les arts avec S et la technologie, je pense que c'est enrichir l'expérience des fans qui deviennent de plus en plus... En fait, on revient aux années du rock'n'roll, quoi. Les fans sont extrêmement engagés. On est dans des super ultra fans dans les milieux des arts de manière générale, culturelle et du divertissement. Donc je pense que moi, en tout cas me concernant, l'idée c'est d'essayer de se concentrer sur comment la technologie peut améliorer la UX, quoi, vulgairement. Ouais, mais pas comme on l'a pensé, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a plein de boîtes et ils font un super boulot, tu vois, de faciliter l'accès au ticketing, au machin, etc. Moi, je parle d'aller plus loin, tu vois, c'est-à-dire de comment on peut enregistrer. En fait, il faut penser aux gens qui font notre industrie. C'est la clé. Et trop souvent, les jeunes entrepreneurs, ils sont jeunes, ils s'en tapent un peu de ça. Ouais. Mais en fait, à qui tu parles et qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Et t'en as plein qui tu sais, tu regardes ton wall Instagram aujourd'hui, ils sont tous là à te faire la leçon sur qu'est-ce qu'un bon business, quoi, tu vois. Et à force de dire, you gotta change the world, how are you gonna change the world? Ils sont tous là à essayer de voir comment je peux révolutionner le monde. En fait, si t'as une idée, c'est que tu t'imagines vers qui sont les 10 personnes à qui tu vas aller en parler. Essaye de faire en sorte que tu les fasses plus kiffer que ce qu'il a fait kiffer aujourd'hui. Et donc, être au service, si tu veux, de ton auditeur, c'est déjà très bien. Si en plus, tu peux améliorer le monde, tant mieux. Et donc, je pense que là, en tout cas, moi, mon truc, c'est ça. C'est de me dire, on leur a tout fait, quoi. Tu vois, limite, il faut les envoyer sur la Lune, écouter de la musique sur Mars ou je ne sais où, dans une fusée, mais on a tout fait. Ouais. On leur a donné des billets de concert gratuits, on leur a vendu des espèces de cartes d'or qui leur donnaient accès aux tournées à vie. Donc, c'est vraiment plus peut-être de la manière dont ils interagissent avec les artistes. Comment est-ce que... Et c'est peut-être ça, là, pour le prochain mode de consommation. J'en sais rien, j'explore, moi, de mon côté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le côté utile de la technologie dans la musique. En tant que vieux con. On adore les vieux cons. On adore. On pourra en parler des heures. C'est clair, l'heure tourne, on est bientôt à 1 heure. Déjà, est-ce qu'il y avait d'autres
D'autres choses que dont tu voulais parler, est-ce qu'il y avait est-ce qu'on n'a pas parlé de tout malheureusement, mais non, c'était très bien. C'était très bien. Ouais, est-ce qu'on peut te poser les 4 questions qu'on adore alors, qui ne sont pas écrites, Chabia? Ouais. Ce que je me disais, normalement elles sont là. Même toi, tu les connais pas. Non, c'est 4 questions qu'on aime bien, on les connaît un peu par cœur. J'en connais une. Vas-y, tu commences par la première. Pose la première. Non, mais peut-être que c'est celle que tu vas poser. Alors, quel est le dernier texto que tu as envoyé? Le dernier texto que j'ai envoyé, je crois que c'est j'arrive. J'avais un déjeuner ce midi. Tu peux regarder. Je vais te dire. Gênant, tu sais. Elle est toujours border, celle-là. Oui, c'est vrai, elle peut être... Je crois que c'est ça. Non, pardon. J'ai envoyé déj ou café mardi. À quelqu'un avec qui je travaille. Bon, ben parfait. Que tu dois connaître. Comment tu fais pour déconnecter? En fait, tu fais partie un peu de tous ces entrepreneurs qu'on rencontre. Ouais, je joue au golf, alors c'est un truc de... Ah ouais? Ouais, c'est le seul truc. Ça fait vraiment déconnecter, ce truc-là, alors. Ouais, vraiment. Après, pour ceux qui jouent pas, c'est d'un ennui mortel. Mais c'est ma petite... c'est voilà. C'est ma façon de m'embourgeoiser depuis des années. Je l'assume à 1000%, mais ouais, ça me fait un bien fou. T'es à l'extérieur, il fait beau, t'es jamais bon, en fait. Donc, tu vois, même quand tu joues bien, même les joueurs pros, ils ont tu vois, t'es jamais vraiment un bon golfeur. Ça n'existe pas, tout le temps, du moins. Et donc, ça te permet de te surpasser, de travailler. Tu sais, c'est une petite balle qui fait 2 cm et demi et qui doit voyager à 500 mètres pour rentrer dans un petit trou qui en fait 8 cm. Enfin, c'est abstrait, le truc. Clair. Donc ouais, ça m'évade et puis la méditation, ou en tout cas parler avec mon psy. Très bien. T'en as une autre? Je sais pas si on aura la réponse, mais on se parle aujourd'hui. Dans 5 ans, on réécoute ce podcast. Est-ce qu'il y a un artiste qui a fait plus de 50 millions de streams que t'accompagnes déjà? Dans 5 ans? Dans 5 ans. Qui aujourd'hui est pas encore trop connu. Bah reparlons-nous dans 5 ans. Moi je dis 3. Ok. Parce que je vais... Et comment on peut savoir lequel c'est? Parce qu'il va pas nous le dire. Si. Je vous dirai. Je vous enverrai. Regardez, 50 millions là. Allez. Après, ça se chiffre pas que par ça, parce que c'est... Tu vois. Ok. Oui, non, mais c'est le... Enfin bon, si on doit mettre des milestones. Mais si, mais vraiment, alors autant... Je dis, il y a plein de choses que je sais pas faire. Mais après, la musique et l'art, je me sens, tu vois, je suis compétitif. Je suis compétitif. Et s'il y a des auditeurs... I'm not cocky, but I'm confident. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui chantent et qui se disent c'est impossible, j'y arriverai jamais, ou c'est trop compliqué, j'ai pas le réseau. DM sur Insta. On a des gens dans l'équipe qui vont déjà t'envoyer un DM. C'est clair. DM avec une petite vidéo de ses dernières créations. En fait, si elle je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, en même temps, si elle me DM ou il me DM et qu'il y a même pas un peu de son univers sur Insta, c'est que c'est trop tôt. Tu vois, il faut que je sache, en regardant sur ta page, il faut que je sache qui t'es. Et le conseil que tu leur donnerais à ces jeunes artistes là, c'est quoi que tu donnes comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer? De tout faire pour sortir du mimétisme. C'est un peu le principal fléau que j'ai vu chez des jeunes artistes, c'est que je peux lui dire t'es fan de Billie Eilish, et j'aimerais me dire ah ouais, trop, j'adore. C'est super, mais ça doit t'inspirer, mais c'est super important que tu sois le plus authentique et parce que c'est ce que je dis, c'est moi quand j'ai des coups de cœur et je me dis c'est ça, c'est qu'en fait c'est l'artiste, mais c'est aussi la personne qui est derrière, tu vois, et c'est important qu'on sache, nous, les fans, les gens qui vont écouter ta musique. Donc faut pas se dire tiens, j'adore ça, je vais faire un truc pareil. Il faut que tu mettes tes tripes, ta vie, et surtout écris quand t'as des trucs à dire. Parce que si tu te mets devant ta feuille et tu dis bon, aujourd'hui je vais faire une chanson, t'as 2 chances sur 3 de faire de la merde. Mais tu rentres en pleurs après avoir parlé avec ton mec. Écris. Je vais me mettre à chanter, moi. Je pleure pas, mais... Ça marche aussi pour de la poésie, pour des textes, des essais, des bouquins. Écrire, même si tu le chantes pas derrière, ça fait du bien aussi. Même si... Et si t'as des talents en plus et t'écris bien et tu chantes bien, alors là, tu DM Camaro. Voilà.
Cyril Camar. Cyril, ah ouais, non, c'est plutôt Cyril Camar, alias Camaro. Dans oui, mais mon blaze sur Insta, c'est Cyril Camar, c'est pour ça que je disais. Ah, je ne savais pas. Ah, d'accord. Ok. Et je pense que si tu cherches Camaro, tu utilises, c'est un nom que tu utilises toujours, dont t'as pas honte, dont t'as pas. Jamais de la vie. Ouais. Ça serait le comble. Bah, non, mais exactement. Ah non, pas du tout. Tu sais, t'en as des fois qui veulent. Ah non, pas moi. Non, pas moi. Et encore une fois, quand il m'arrive d'être dans un endroit et qu'il passe la chanson, etc., à chaque fois, je me dis encore, c'est incroyable. Non, mais tu vois. C'est fou. Renier, c'est cracher dans la soupe, tu vois. C'est un point. Jamais. Eh bien alors, on va autoriser les selfies alors. On va autoriser les selfies et tu peux pas nous faire là, un petit début là de la musique. Putain, je suis obligée de te demander. Ah comme ça. A cappella. Et moi je vais me retenir de chanter derrière. Ils m'ont tous dit si jamais il fait un morceau, tu chantes pas, tu vas gâcher. Tu te tais. Est-ce qu'avant de se dire au revoir, tu peux nous faire un refrain? Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Hey. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour l'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, hey. Exceptionnel. Je ne fais jamais ça en plus. Ah ouais, alors là. Jamais. Merci Cyril. On s'en privilégie là. Et les paroles, tu les connais à vie, toute ta vie, tu les connaîtras par cœur. Non. Ah c'est bon très difficile. Quand t'es pas un artiste qui est très présent et que tes apparitions se font rares, ta mémoire aussi elle se fait rare, tu vois. Donc après Femme Like You ça va, mais quand je pars en tournée, par exemple, ou quand je refais des concerts où je chante des vieux titres, il faut que je travaille. Ah ouais. Elles ont 20 ans les chansons donc. Ouais, mais je me dis tu as tellement bossé que c'est. Pas tant que ça en fait. C'est gravé. 5 ans et stop, tu vois. Et donc ça fait, il faut travailler. Les textes. Exactement, un autre conseil, le boulot, le travail, dans tous les domaines. Exact. Ça y est, on arrive à 1h03, on s'arrête. Wow. Merci beaucoup Cyril, franchement. J'ai pas vu le temps passer. C'était top, merci d'être venu, merci de nous avoir raconté ton histoire. Et bravo pour le travail que vous faites, c'est vachement bien. Eh ben merci, on peut te souhaiter le meilleur dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tous les artistes que tu vas accompagner. On a hâte de voir la suite de tout ça et à très vite j'espère. Chabir, merci encore. Merci à toi. Et merci à tous les auditeurs et auditrices. Si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. Et si vous vous lancez dans la musique et que vous avez déjà un début d'univers, n'hésitez pas à DM Cyril j'ai oublié le blaze. Cyril Camar. Voilà. Merci à tous et à très vite.